la première chose qui frappait, c'était de voir que les shipping costs étaient bien plus élevés que les shipping revenues. Autrement dit, que le modèle de rémunération fixe par rapport à des coûts qui sont variables et qui peuvent être illimités, eh bien, est systématiquement déficitaire. Autrement dit, si tant est qu'on considère l'activité livraison comme un centre de profit, ça serait un centre de perte permanent. Donc, on voit en fait que l'écart s'est même, semble-t-il, accentué entre 2010 et 2013. Alors, on nous dit que ce schéma aide à comprendre la décision récente d'Amazon d'augmenter son prix de $79 à $99. Et donc, la première question, c'était le chiffre d'affaires par souscripteur du programme est quoi? Variable ou fixe? Il est fixe, bien sûr. Et le coût de livraison est variable. Et donc, en fait, c'est l'exemple même d'un modèle économique qui ne tient pas la route. Quand vous avez des coûts qui sont variables, il faut que le revenu soit variable. Sinon, ça ne peut pas marcher. D'accord? Donc, on n'est pas très surpris que ce résultat ne soit négatif. Alors, ensuite... Alors, juste pour répondre, parce qu'il y a Hassan qui demandait pourquoi c'est pas un modèle... Le problème, en fait, c'est que là, c'est beaucoup supporter le risque. C'est en ce sens-là que c'est pas un modèle... Oui, vous pouvez le faire, mais c'est en ce sens-là que c'est pas un modèle qui est à Bah, disons qu'un modèle où... Regardez, le modèle, c'est que de toute façon, le chiffre d'affaires est comme ça, et que les coûts, ils seront comme ça. À moins... Enfin... En l'occurrence, dans la vraie vie, ici, on sait que les coûts vont dépasser le chiffre d'affaires, qui est de $99, puisque un gros client, finalement, moi, ce qui me paraît... oui, allez-y, je vous en prie. Oui, mais il faut bien ils vont les payer. Pas du tout. Le prestataire, il doit être payé à la livraison. Ah bah oui, oui, ça me paraît logique. Donc, le chiffre d'affaires par souscripteur du programme est fixe, le coût de livraison est variable. On passe à la question suivante. Alors, comment on passe à la question suivante? Comme ça. Donc, deuxième question. Le schéma montre... alors, attendez. Quel est le risque du modèle économique Prime pour Amazon? Eh bien, les clients peuvent utiliser trop ou trop peu? Trop. En fait, le paradoxe de ce modèle, c'est qu'il incite les clients à acheter, mais que en lui-même, évidemment, plus les clients utilisent ce service, et plus Amazon perdra de l'argent. Donc c'est quelque chose qui est assez mal conçu. Alors, la question... Juste avant une question. Oui. Après, ils perdent de l'argent sur les livraisons, mais le but, c'est de générer du volume. Donc, en soi, oui, on perd de l'argent sur la livraison, mais si à côté de ça, on arrive à vendre... Bah, toute la question... Bah, c'est-à-dire que la question, c'est de savoir si la marge qu'ils réalisent sur le produit est supérieure au coût de la livraison. Et tout dépend du type de produit. Quand vous commandez des produits très peu chers... Bah, je ne suis même pas sûr, en fait, que sur l'imprimante, c'est très volumineux, donc ça doit être assez coûteux. Je ne sais pas s'ils gagnent de l'argent, en fait, sur les... Ça m'intrigue. Je dois dire qu'en tant que client, ça m'intrigue parce que, effectivement, je commande souvent des petites choses peu coûteuses, mais dont, malgré tout, ont un coût de livraison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux, évidemment, pour moi qui ne paye rien, je leur fais perdre de l'argent, mais même avec 49 €, ça ne couvrirait pas leurs dépenses. Alors, peut-on dire que les clients Prime, Premium en l'occurrence, peu intensifs dont les commandes génèrent des coûts de livraison inférieurs au forfait annuel, subventionnent les clients Prime intensifs dont les commandes génèrent des coûts de livraison supérieurs au forfait annuel? Qu'est-ce que vous diriez? Oui ou non? C'est peut-être la question un peu compliquée, mais... Ben, il me semble. Il me semble qu'en fait, les gens qui utilisent peu le service vont subventionner ceux qui l'utilisent beaucoup. Autrement dit, on est bien dans un cas de subvention de coûts croisés où finalement on fait payer aux uns moins que les coûts qu'ils consomment et à d'autres plus que les coûts qu'ils consomment. Donc il y a bien une sorte de overcosting
des clients peu intensifs et un undercosting des clients assidus. Il me semble que si. En fait, il y a forcément des gens, bon, là encore je prends mon propre exemple, qui utilisent beaucoup le service et qui vraisemblablement lui font perdre de l'argent, qui ne payent pas à hauteur des coûts qu'ils génèrent. Et je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être souscrit à ce service et qui l'utilisent moins et peut-être en deçà de ce qu'il coûte à Amazon. Non, alors vous avez raison, ça ne couvre pas tout, mais il y a quand même une subvention, malgré tout, des clients peu intensifs vers les clients intensifs. Donc, il y a un modèle similaire qui est celui des cartes illimitées UGC, mais à ceci près que le coût en fait de ce système, il est un peu plus réduit pour le cinéma parce que en fait, vous prenez une place qui pourrait être payante. Tant que vos séances ne sont pas pleines, ça ne pose aucune difficulté d'adopter ce type de modèle. Attends, je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point parce que en fait, UGC, enfin tous les exploitants reversent aux ayants droit, il y a un montant variable. Il y a un montant variable qui est reversé aux ayants droit du film, et donc en fait au bout de X entrées, de toute façon, la carte est déficitaire. Donc, mais je suis absolument d'accord sur le point de départ, il y a assurément des gens, moi par exemple, j'avais souscrit... Moi, typiquement, je suis le genre de personne à ne pas aller suffisamment au cinéma, alors même que je pourrais avoir des tarifs de cinéma à 6 € et je continue à avoir une carte illimitée, ce qui est tout à fait pas rentable. Moi, j'en avais une également, et en fait, je me suis rendu compte que ça me forçait à aller au cinéma, et ça m'a dégoûté. Exactement, et jusqu'à ce que ça me dégoûte finalement, et que je retrouve le plaisir de payer les quelques séances que j'avais envie de voir. Et De Fast and Furious 8, il a dit. voilà, c'est ça. Possible. Et donc, au début, effectivement, je faisais perdre de l'argent à UGC, et à la fin, je subventionnais ceux qui allaient régulièrement. Mais donc, effectivement, tout système où on a une recette fixe par rapport à un coût variable peuvent générer en fait des phénomènes de subvention croisée. Alors, la question 4, c'était Amazon perd depuis toujours de l'argent sur son service de livraison et peut-être même sur les clients qui l'entreprise facture chaque livraison. Si le montant facturé est inférieur au coût généré par la livraison. Quand Amazon augmente le prix de son abonnement, cela peut inciter les clients, alors lesquels? Peu intensifs ou très intensifs à résilier? Les peu intensifs, d'accord? Ça s'appelle comment ça? Ça porte un nom? Ça, c'est un truc d'économiste. Donc là, c'est vraiment le truc des économistes. C'est un problème de sélection adverse. C'est que vous augmentez les tarifs, seuls ceux qui partent sont ceux qui n'ont pas intérêt à rester, donc ceux qui vous rapportaient du pognon. Même problème que pour les assureurs. Est-ce que vous comprenez l'idée? Ceux qui finalement n'utilisaient pas beaucoup le service rapportaient de l'argent à Amazon, mais ceux-là, ils ont intérêt à partir, puisque c'est plus cher. Donc en fait, c'est débile. Vous ne conservez que ceux qui vous coûtent du pognon. Vous comprenez cette idée? C'est important de comprendre que les décisions, c'est un peu compliqué et que dire « Ah bah oui, je perds de l'argent, donc j'augmente », c'est peut-être pas si simple dans la vraie vie de faire en sorte qu'on obtienne... Et alors, donc, la dernière question, c'était... Alors, la dernière question, c'était... Si les clients résilient leur abonnement, que peut-on prévoir pour les net shipping costs, solde net entre chiffre d'affaires des services de livraison et coûts de livraison? Le différentiel va s'accroître, se réduire? Pourquoi il y a plus ou moins? Je ne sais pas. Il devrait... Ah oui, c'est pour le deuxième. Ah oui, pardon, d'accord. Il devrait s'accroître en fait, puisque on aura moins de recettes, on aura moins de soldes. Devrait se translater vers le bas, mais le différentiel devrait se translater beaucoup plus ouais. que la bleue. Et donc le modèle économique du service de livraison Prime sera, à mon avis, plus déséquilibré. Donc c'était ça l'exercice. Et donc, j'en reviens au point de départ. Amazon, en fait, on a vu qu'Amazon gagnait de l'argent, mais toutes les activités d'Amazon ne gagnent pas de l'argent. Si on considère comme une activité en soi le service de livraison est déficitaire. Et je voulais vous montrer un truc par rapport à ça. J'ai retrouvé une diapo
Alors, ici, c'est ce qu'on avait... donc, en fait, ce qu'on voulait illustrer, c'était cette idée, effectivement, que c'est un faux seuil de rentabilité, parce que le seuil de rentabilité, c'est quand la marge couvre les charges fixes. Mais ici, ce qui est fixe, c'est le chiffre d'affaires. Dans le seuil de rentabilité, C'est pas un vrai... il faut être à droite du point d'intersection. Ici, en fait, ici surtout pas. Il faut surtout être à gauche. Et donc, plus il va y avoir de volume, de nombre de livraisons, et plus ça va leur coûter. Donc, c'est un principe équivalent, mais totalement renversé. Où le revenu est fixe Et d'ailleurs, vous voyez, là c'était les menaces d'Amazon. Bonjour Silberberg Emmanuel, votre carte sera débitée de 49 € pour continuer à bénéficier. Mais en fait, non, je vous le dis. Vous pouvez le dénoncer. Oui, dénoncer, mais à qui? Bon, alors ça, on va laisser tomber. On ne fera pas la verge. Et par contre, ah oui, non, c'est dommage. Alors, en fait, c'était ça la diapo que j'ai retrouvée, qui est assez, je trouve, intéressante. Donc, en fait, leur service la fonction de livraison, de règlement, ils appellent ça Fulfillment by Amazon, ce qui donne l'acronyme FBA. Alors, regardez ce qu'ils en disent. Donc, c'est tiré du rapport annuel, et je crois que c'est Jeff Bezos qui parle, il écrit des lettres aux actionnaires qui sont très intéressantes. FBA is so important because it is a glue that inextricably links marketplace and prime. Thanks to FBA, marketplace and prime are no longer two things. In fact, at this point, I can't really think about them separately. Their economics and customer experiences are now happily and deeply intertwined. Je comprends cela à tort ou à raison de la manière suivante. Je comprends qu'en fait, dans la manière dont Amazon appréhende la marge, finalement, il considère que, et c'est ce que disait votre camarade tout à l'heure, que la marge qu'il réalise sur la vente et les coûts de livraison, ça va ensemble. Que quand on regarde en fait l'économie d'Amazon, ils doivent intégrer finalement dans le calcul d'une commande, non seulement la marge qu'ils ont réalisée par rapport au prix de vente et au prix d'achat, mais aussi les frais de livraison. Autrement dit, il n'y a pas une activité livraison d'un côté et une activité négoce de l'autre. Ils font un coût qui intègre en fait à la fois le fulfillment et la marge réalisée sur la vente du produit. Autrement dit, toute la question, c'est de savoir si cette activité-là, intertwined, donc entrelacée, est profitable ou pas. En d'autres termes, est-ce que la marge qu'ils réalisent sur les produits couvre toujours les frais de livraison qui leur correspondent, sachant que, et ça on ne le sait pas parce qu'ils n'affichent pas ce genre d'éléments. Donc, mais par contre, ils disent if a customer orders an FBA item, donc un truc expédié et vendu par Amazon, and an Amazon-owned inventory item, we can ship both items to the customers in one box. Alors, en fait, excusez-moi, je mélange les... Ça y est, je viens de comprendre seulement maintenant le texte que j'ai... Le fulfillment by Amazon, excusez-moi, c'est quand Amazon vend des produits qui appartiennent de la place de marché et qu'il livre les clients. Donc, Amazon peut vendre en tant que distributeur des produits et il peut vendre pour le compte de la place de marché. Et donc, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ont relié les deux et qu'ils se débrouillent, en fait, quand des gens achètent des produits qu'Amazon vend directement et des produits que vendent les fournisseurs tiers, pour les expédier dans un seul lot, et c'est ce qu'il explique à la fin. Dans ce cas-là, if a customer orders an FBA item and an Amazon-owned inventory item, we can ship both items to the customer in one box, a huge efficiency gain. Et pour cause... On est en fait de coûts indirects. Là, ils sont en train de dire, évidemment, quand on transporte des produits pour le compte d'un autre, on lui fait payer et on met au passage nos propres articles, ce qui fait que ça ne coûte rien. Je ne sais pas si vous saisissez qu'en fait, c'est vraiment des histoires de coûts indirects. Et là, ils font subventionner leurs propres envois par les commandes qu'ils effectuent pour le compte de fournisseurs tiers qui les payent pour acheminer les trucs. Donc, vous voyez, bon, ce sont des choses très prosaïques, mais qui, au final, représentent des milliards